Les élections de 2010 ont consacré la seconde victoire du président Nkurunziza et de son parti, le CNDD-FDD, au Burundi. Depuis cette date, on observe une dégradation de la situation politico-sécuritaire au Burundi. Après les élections de 2010, les principaux leaders de l'opposition ont eu peur d'être assassinés et ont quitté le pays. Après leur départ, une vague de répression s'est abattue contre leur structure et contre leur base militante, dans une relative indifférence de la communauté internationale. Depuis cette date, il y a eu également une nouvelle loi sur les partis politiques qui risque d'exclure les partis politiques dont les leaders sont en exil et qui devrait être appliquée en 2012. Si cette loi est appliquée telle qu'elle en 2012, elle remettra en cause le pluralisme politique au Burundi. Du fait de la disparition de l'opposition ou de sa mise en exil plus ou moins volontaire, la société civile en est venue à remplacer l'opposition et être une opposition de facto. Du coup, elle se trouve également sous la pression des autorités. On peut donc dire que 2 ans après les élections de 2010, la politique du gouvernement semble être pas de dialogue et pas de critique. Pas de dialogue avec l'opposition et pas de critique de la part de la société civile. En remettant en cause la place de l'opposition et en essayant de museler la société civile, le gouvernement burundais s'éloigne de l'esprit et du texte des accords d'Arusha et semble remettre en cause leurs acquis. Depuis un certain temps, il existe des menaces sur des activistes de la société civile. Cela avait été plus prononcé dans les moments qui approchaient les élections de 2010. En 2009, on a vu l'assassinat d'Ernest Manirumva, le vice-président d'une organisation qui luttait contre la corruption. Et depuis, tous ceux qui étaient engagés à chercher la vérité sur cet assassinat ont connu des difficultés. Mon organisation Force a été supprimée par le ministre de l'Intérieur en novembre 2009, mais il y a eu une forte pression internationale sur le gouvernement qui a fait que le gouvernement a finalement revu sa décision. Récemment, nous avons eu des activistes qui ont été emprisonnés, et depuis la fin des élections de 2010, comme la société civile, parfois et les médias privés sont les seuls aujourd'hui qui peuvent critiquer le gouvernement en place, il se trouvait que nous sommes considérés nous-mêmes comme des opposants politiques dans un pays où parfois être opposant est considéré comme être ennemi de son propre pays. Vous savez ce qui s'est passé après les élections de 2010? Nous avons les institutions dominées par un seul parti, un parlement dominé à 80% par un seul parti, et les 2 petits partis qui se trouvent là se trouvent en même temps au gouvernement, et le reste de ce que nous avons comme opposition est une opposition extra-parlementaire. Les principaux leaders de l'opposition se trouvent aujourd'hui en exil. Et il se trouve que cette loi dit aujourd'hui que les présidents des partis doivent résider au pays, tout en sachant qu'il y a des présidents qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui. Mais je dois souligner vraiment que le journalisme d'investigation qui est pratiqué par la RPA, c'est un journalisme vraiment qui dérange l'autorité. Parce que vous savez, ils tiennent des réunions, il y a des groupes de gens au niveau de la police, au niveau du service des renseignements, au niveau de l'armée, qui tiennent des réunions clandestines pour décider la mort de tel ou tel, surtout parmi les gens de l'opposition. Et là, des fois, les médias sont informés et ils dénoncent ça vite. Vous comprenez qu'en faisant démasquer ce genre de plan, en faisant avorter ce genre de projet, vous comprenez que ces gens se sentent irrités, se sentent attaqués et ils veulent utiliser le pouvoir qu'ils ont pour écraser les journalistes et les activistes de la société civile qui sont considérés comme des gens impuissants. Mais nous avons notre puissance. Notre puissance, c'est ça, c'est notre métier. Mais ces gens-là ne le comprennent pas. Ils pensent que la puissance, c'est de décider la mort ou l'emprisonnement de quelqu'un.
Depuis les élections de 2010 et le début des accrochages entre les forces de sécurité burundaises et des groupes armés, la tuerie la plus importante a été la tuerie de Gatumba qui a eu lieu en 2011. Gatumba est une localité qui se trouve juste à côté de Bujumbura et en septembre 2011, un groupe armé a fait irruption dans un bar de cette localité et ouvert le feu sur les clients qui étaient là. Ces clients étaient suspectés d'être des militants du parti au pouvoir et d'après les autorités gouvernementales burundaises, cette tuerie serait attribuable au FNL, un des principaux partis d'opposition dont le leader est dans le maquis depuis déjà un certain temps. À la suite de Gatumba, il y a eu un procès et plusieurs personnes ont été condamnées, mais le commanditaire ou le chef du commando qui aurait commis cette tuerie, lui, se serait échappé et toujours d'après les autorités burundaises, aurait été tué en République démocratique du Congo au cours de l'année 2012. La position des médias est maintenant interprétée comme des gens qui cherchent à remonter la base contre l'autorité. Et donc, les médias sont obligés de le faire parce que c'est leur travail. Ils doivent éduquer la population, lui donner l'occasion de critiquer l'action gouvernementale, d'exprimer ses besoins. Et donc, la critique formulée par les médias est ressentie comme un affront. Et effectivement, on a vu que c'est mal digéré. Il y a eu des emprisonnements. Je rappelle Jean-Claude Kavumbagu qui a passé 9 mois sur fond d'une accusation de connivence avec El Shabab. Le 20 juin 2012, le correspondant du RFI au Burundi, Hassan Ruvakuki, a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour complicité d'actes de terrorisme pour avoir couvert la rébellion des forces pour la restauration de la démocratie, les FRD, en Tanzanie. Son avocat a fait appel de cette décision le 18 juillet. Ce n'est pas un combat facile. Parce que pour participer dans la lutte contre la corruption, on doit heurter les intérêts des gens. Alors, il est rare que les activistes de la société civile qui participent dans la lutte contre la corruption soient compris par les grandes personnalités qui ont des intérêts à défendre. Dans ce cas, c'est un jeu de ping-pong où, si vous dénoncez, il y a un intérêt d'un intérêt qui est menacé. Alors, il essaie d'utiliser sa force pour vous casser, pour vous réduire au silence. Encore, quand vous essayez aussi de changer des structures qui sont là, les lois, ces gens-là aussi sont vigilants, disent si telle loi change, c'est une façon de créer un boulevard aux activistes de nous dénoncer ou de nous attraper en matière de lutte contre la corruption. Alors c'est un combat vraiment qui a beaucoup de risques. C'est un combat qui a beaucoup de risques, mais actuellement qui est aussi assez avancé. Parce que nous avons les médias et la société civile commence actuellement à avoir certaines figures emblématiques dans la lutte contre la corruption qui de surcroît démontrent l'incorruptibilité, qui ne sont pas corruptibles, qui fait que si le mouvement citoyen devait s'organiser contre la corruption, devait partir à ces figures qui commencent à prendre, à des figures emblématiques qui commencent à s'exprimer en matière de lutte contre la corruption. C'est ça l'espoir. Suite à son procès, Faustin Ndkumana a été condamné par la Cour anticorruption le 24 juillet 2012 à 5 ans de prison ferme. Le président de la PERSEM et son organisation devront également payer plusieurs amendes et des dommages et intérêts au ministère de la Justice. Son avocat a immédiatement annoncé son intention de faire appel.
Je ne serai pas aussi catégorique, mais je dirais que c'est un combat permanent. Il y a des résistances. Mais d'un autre côté, je crois que les médias burundais ont déjà pris une certaine avance, ont déjà imposé une certaine présence. Et il est très difficile d'arrêter cette dynamique. Mais c'est un combat permanent. Mais chaque fois, lorsqu'il y a par exemple un journaliste arrêté, quelqu'un de la société civile qui est arrêté, on se rend compte que la résistance est immédiate. Il y a une solidarité qui est là, qui est reconnue. Et ce sera de plus en plus difficile, j'espère, de combattre les médias. Parfois, on nous reproche de ne voir que les choses qui ne marchent pas. Il y a une phrase qui revient souvent, d'être contre l'action gouvernementale. Mais je crois que c'est un mauvais procès. Il y a des médias qui sont là pour chanter, pour parler de l'action gouvernementale, mais il y a aussi les médias indépendants qui sont là pour dire les choses qui ne marchent pas. Et les autorités, le gouvernement devrait trouver normal que ces médias soient là, soient même encouragés. Franchement, on ne peut pas dire que la justice est indépendante au Burundi. Aujourd'hui, plus que jamais, elle est dépendante du pouvoir exécutif. Constitutionnellement, cette dépendance est consacrée parce que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le chef de l'État, son vice-président, c'est le ministre de la Justice, et on ne voit pas même la figure du président de la Cour suprême. Les juges sont recrutés, promus, sanctionnés, mutés par la volonté du pouvoir exécutif. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'indépendance. Comme ils se savent coupables de grands crimes, vous comprendrez bien qu'ils ne voudront jamais initier de mettre en place un système judiciaire indépendant qui risque de les arrêter. Je pense que le pouvoir a l'impression que la société civile a pris le relais des partis politiques affaiblis. Et il est très important aujourd'hui que pour l'intérêt de la démocratie et même pour l'intérêt du Burundi, il y ait un équilibre. Et l'équilibre demande que le pouvoir burundais puisse avoir des gens qui le critiquent pour le ramener à la raison. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement que cette société civile. C'est pour cela que j'insiste pour que cette société civile soit entretenue et soutenue. Et je pense qu'ils font du bon travail aujourd'hui, en lieu et place des partis politiques qui sont en miettes aujourd'hui, si on peut dire, il faut le dire, à quelques exceptions près. Il est actuellement extrêmement important que la société civile soit soutenue par les bailleurs, que la liberté de la presse soit totale et que les leaders de l'opposition puissent revenir en toute sécurité au pays. Ce sont ces trois mesures qui permettront au Burundi de continuer à être une démocratie et de ne pas céder à la tentation de l'autoritarisme.